la question des guerres de religion peut être focalisée, me semble-t-il, sur une journée, sur un événement, plus exactement, la question de la Saint-Barthélemy. Et cet épisode que nous avons tous appris dans notre histoire de France, l'histoire de France de Lavis peut-être, peut nous laisser perplexes. Parce que nous sommes quand même en face d'un massacre, il faut le reconnaître. C'est un massacre de protestants par des catholiques. Il y a environ 2000 victimes. Paris et un peu l'ensemble de la France est touché, surtout le sud, Toulouse, Bordeaux, mais aussi le nord, certaines villes, Lyon par exemple, Orléans, Bourges, Angers, Meaux, Troyes, Rouen, une espèce de onde de choc qui part du centre parisien et qui va frapper un petit peu dans tous les fiefs catholiques. Extension à toute la France, durée plusieurs mois. La Saint-Barthélemy à Paris se termine vers le 15 septembre, elle a commencé le 24 août. Dans les autres villes, elle commence à retardement au mois d'octobre, au début novembre. Et on peut effectivement se poser la question, faut-il demander pardon pour ce massacre des protestants par les catholiques? Ce que l'on a appelé les matines parisiennes. Il existe les vêpres siciliennes, il y a aussi les matines parisiennes. La question est très embrouillée. Je ne vous le cache pas, je ne sais pas si je répondrai vraiment à votre attente, car nous sommes paradoxalement très mal renseignés sur ce massacre. Et peut-être que vous pourrez m'appliquer à la fin de ce topo cette phrase de Shakespeare dans Macbeth. C'est une histoire racontée par l'histoire à laquelle nous avons assisté ce soir. C'est une histoire racontée par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui n'a aucun sens. Alors, je vais essayer de présenter les choses de façon très simple. Jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, la Saint-Barthélemy était considérée comme une affaire dont la reine mère, Catherine de Médicis, était responsable. Jalouse de l'amiral de Coligny, protestant, quasi premier ministre du roi Charles IX, son fils, elle aurait voulu s'en débarrasser. Et ce sont les mémoires de Tavannes, le comte Tavannes, qui révèlent le complot que la reine met sur pied à la fin en courant du mois d'août, et qui aboutit le 23 août au soir à une espèce de pression psychologique que la reine avec ses conseillers fait sur Charles IX, et qui finit par écumer de rage, se résoudre au massacre de tous les protestants qui sont à Paris, et du premier d'entre eux, Coligny. Or, il faut bien remarquer que cette explication arrange tout le monde. Elle arrange les catholiques d'abord, parce que finalement, ils ne sont pas responsables de la chose. C'est une histoire d'une princesse italienne, un peu roublarde, qui a fait son affaire sur le dos des protestants, en utilisant les catholiques comme instrument un peu aveugle. Ça fait aussi l'affaire des protestants, parce que à partir de ce moment-là, les protestants se disent, bien, nous avons enfin dans les mains le prétexte pour nous opposer clairement à cette monarchie des Valois, et vraiment tomber donc dans une opposition ferme et anti-royaliste. On parle de monarchomaque, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au tyrannicide, à la mort du roi. Paradoxalement, cette explication arrange aussi le roi, parce qu'il apparaît comme maître de la situation. La Saint-Barthélemy, finalement, c'est lui qui l'a décrété et qui l'a dirigé. Et
Et c'est pour cela que nous assistons, et c'est assez extraordinaire dans l'histoire, dans l'historiographie, nous assistons depuis près de 300 ans, 400 ans, nous assistons à une espèce de consensus, qu'il soit de droite ou de gauche, protestants ou catholiques, sont tous d'accord pour faire porter la responsabilité de cette action à la reine Catherine de Médicis et à son faible fils Charles IX. Or, il faut bien reconnaître que cela ne tient guère debout. Cette explication, effectivement, nous apparaît comme sans rapport avec la réalité des faits. Il faut bien se mettre peut-être dans la situation de l'époque. À l'été 1572, la France est en paix depuis 2 ans. Après 3 guerres de religion, l'édit de Saint-Germain, qui accorde une large tolérance aux protestants, a apaisé les passions militaires, et profitant de ce calme apparent, le roi essaye de mener une politique extérieure comme intérieure qui favorise tout simplement sa couronne. C'est un peu normal. Et c'est pour cela qu'il pratique un jeu de bascule entre les 2 partis en présence, le parti catholique et le parti protestant, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. À l'intérieur du pays, c'est donc la tolérance qui a été accordée aux protestants, et cette tolérance, elle est sanctionnée par le mariage de sa sœur, Marguerite, avec Henri de Navarre, qui doit être célébré justement à Paris ce 18 août, 1572. Mais en même temps, le roi n'est pas un protestant. Il ne croit pas au protestantisme, c'est un bon catholique, et il n'hésite pas à rentrer de façon triomphale dans Paris en mars 1571. Paris, c'est la ville catholique par excellence. C'est la tête du royaume, c'est la métropole qui est, on pourrait même dire, fanatiquement catholique, à 100%. Par ailleurs, sur le plan de la politique extérieure, Charles IX joue aussi sur ces 2 tableaux. Donc il ne rentre pas en guerre aux côtés de la Ligue catholique, qui s'est formée depuis 1 an et demi et qui a abouti à la victoire de Lépante, le 7 octobre 1571. Mais il ne rentre pas non plus en guerre, ou il ne soutient pas non plus ouvertement les protestants. Or, depuis 5 ans, depuis 1567, il y a un conflit latent, en perpétuel recommencement, qui gronde au nord des frontières de la France, dans les Pays-Bas, en Hollande, entre ces protestants et puis les armées du duc d'Albe et les armées donc espagnoles et profondément catholiques. Et c'est pour cela que nous assistons régulièrement à une mise sur le côté des projets des protestants français, et en particulier de l'amiral de Coligny. À plusieurs reprises, l'amiral de Coligny demande à ce que la France intervienne en Hollande aux côtés des protestants hollandais révoltés contre les catholiques espagnols, et à chaque fois, que ce soit en novembre 1571, en juin, et puis de nouveau le 10 août 1572, à chaque fois le Conseil du roi rejette sa demande. Donc un jeu de bascule, mais un jeu de bascule qui est quand même très diplomatique, parce que le roi n'engage pas ses armées, mais il permet que si certains corps francs, protestants, français, veulent en découdre contre l'Espagnol et contre le duc d'Albe, eh bien qu'ils y aillent, avec ma bénédiction même. Et c'est le cas d'un corps expéditionnaire de 7000 protestants français qui, en juillet 1572, rentrent en guerre avec, en secret, les instructions et la bénédiction de Charles IX dans leur bagage. Donc vous voyez un petit peu ce jeu de bascule que le roi Charles IX
que la cour, que Catherine de Médicis pratique. Or, il est certain que l'acte de la Saint-Barthélemy déstabilise complètement cette politique, qu'elle soit intérieure ou extérieure, cette politique royale. Parce que là, le roi prend fait et cause, et il prend fait et cause de façon, on pourrait dire, fanatique, pour les catholiques, jusqu'à massacrer les protestants. Donc il y a là quelque chose, il y a une rupture dans la diplomatie et dans la politique intérieure et religieuse du roi Charles IX, une rupture qui est tout à fait étonnante, qui n'est pas logique, on pourrait dire. Se met-il à pas marcher sur la tête? Et donc c'est le premier point de suspicion. Le deuxième point de suspicion, c'est que finalement cette historiographie qui nous présente la Saint-Barthélemy comme l'œuvre de Catherine de Médicis est appuyée sur des documents qui ne sont pas fiables sur le plan historique. Ils n'ont pas l'ancienneté voulue. L'essentiel sont les mémoires du comte de Tavannes qui datent de 1630, qui ont été rédigées par son fils et puis son petit-fils, et qui nous présentent cette fameuse scène de Catherine de Médicis forçant la main de Charles IX pour le faire rentrer dans son complot contre Coligny et contre les protestants, et d'autres documents qui aussi ont peu de valeur historique. Donc nous avons là, semble-t-il, un hiatus, cette explication commune qui nous montre la Saint-Barthélemy comme une affaire de Catherine de Médicis, jalouse de Coligny. Ça ne tient pas debout. Coligny n'a pas cette influence qu'on lui prête, et Catherine de Médicis n'a aucun intérêt à braquer les protestants et à rentrer aux côtés des catholiques les plus durs. Et c'est de fait ce qui, depuis une vingtaine d'années, est retravaillé par l'histoire actuelle, par certains historiens, et ils essayent de mettre un petit peu d'ordre dans nos idées à propos de cette grave question de la Saint-Barthélemy. Alors j'essaierai de leur emboîter le pas en essayant peut-être aussi de les rectifier un petit peu, car ils travaillent un petit peu trop avec les suppositions et s'aventurent peut-être un petit peu trop vite dans des impasses. Et pour cela, j'essaierai simplement de vous montrer les faits. Qu'est-ce que fut cette journée de la Saint-Barthélemy, surtout sur Paris. Et puis ensuite, nous essaierons de voir les forces en présence et de tirer une conclusion. Et de comprendre un petit peu que la Saint-Barthélemy n'est pas un point de départ, mais c'est un peu un aboutissement, et un aboutissement quasi inévitable dans ces guerres de religion, et quasi inévitable par la faute de ceux qui dirigent, de ceux qui sont les chefs dans toutes les nations. Alors les faits, qui sont assez mal connus, et que l'on peut ainsi synthétiser. Il y a deux temps dans la Saint-Barthélemy, il y a l'attentat contre Coligny, et puis il y a ensuite la journée en elle-même, les massacres, les tueries, qui commencent le 24 au matin. Là aussi, mettons-nous bien dans la situation de cette fin du mois d'août. Les chefs protestants, qui sont des huguenots en grande majorité originaires du sud de la France, la réforme s'est bien enracinée là-bas. Ce sont donc souvent des gentilshommes, des braves hobereaux. Ils débarquent dans la capitale catholique, à 100% catholique, et ils débarquent comme vainqueurs, comme victorieux, parce qu'ils viennent assister au fameux mariage de Henri de Navarre avec la sœur du roi. Et inutile de vous dire que la situation est grinçante et tendue, parce qu'ils sont sous la protection du roi catholique, et ils viennent d'une certaine façon narguer la capitale du pays catholique.
du royaume très chrétien. Alors dans cette atmosphère chargée d'électricité, après le mariage, les réjouissances, sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs, l'amiral de Coligny, le 22 août au matin, vers midi exactement, revenant du Louvre, en rentrant à son domicile parisien, il essuie un tir d'arquebuse qui le blesse à l'épaule et qui lui fait sauter un doigt, le doigt d'une main. Visiblement, l'attentat a été perpétré pour l'assassiner. C'est l'échec. C'est l'échec et malheureusement, la chose va passer, va enflammer finalement l'atmosphère. C'est l'allumette qui met le feu au gaz. Le roi s'émeut, vient le visiter à son chevet, ordonne une enquête pour trouver le ou les responsables. Alors le responsable, qui est-il? Un nom va courir immédiatement après la Saint-Barthélemy, c'est le nom d'un soldat, Morvert, lui-même se vantera d'avoir tiré sur Coligny. Il a agi, et c'est là où commencent les points d'interrogation, soit de façon isolée, soit comme instrument d'un complot. Or, Morvert, c'est l'homme des Guises. Il fait partie de la famille, en quelque sorte, de la maison de Guise, les catholiques ultras de l'époque, les chefs du parti des Vaux. D'ailleurs, il a tiré depuis une maison qui appartient à Pierre de Pile de Villemur, qui est un prêtre de Sens, qui est un protégé du cardinal de Lorraine. C'est encore la maison de Guise. Et ce prêtre est en vacances, il a loué la maison à Madame de Nemours. Madame de Nemours, c'est la veuve de François de Guise, la mère du duc de Guise actuel, Henri. Et Madame de Nemours n'habite pas dans cette maison, mais elle l'a confiée à son aumônier. L'aumônier, justement, est absent depuis le 21, et c'est le surintendant du duc de Guise, François de Villiers, qui, ce jour-là, a amené pour l'installer dans cette maison un soldat que l'on appelle Baudot ou Bolan. C'est lui qui a tiré sur Coligny. On retrouve l'arquebuse fumante à la fenêtre de la maison. Le soldat, les choses étaient bien préparées. Le soldat a dévalé l'escalier, il a sauté sur un canasson et puis il a pris la poudre d'escampette. On ne mettra jamais la main sur lui. Il s'est peut-être caché dans une autre maison, un détour de rue. Toutes les pistes, c'est vraiment clair, mènent à la maison de Guise. Donc si on n'écarte pas le geste isolé, c'est toujours possible. Henri III sera tué par un fanatique. Henri IV, il est fort possible que Ravaillac ait aussi agi motu proprio. Si on n'écarte pas le geste d'un isolé, d'un militaire rancunier contre l'amiral de Coligny, d'un catholique qui plus est, on ne peut quand même pas s'empêcher de penser que tout mène à un complot organisé soit par les Guises, soit au moins dans l'entourage proche de la famille des Guises. Les choses sont un petit peu trop téléphonées quand même. Tout indique que ce sont les Guises qui sont les responsables. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir la première réaction des personnages en présence et la réaction de Catherine de Médicis qui dit « Ah, ça, c'est un coup du duc d'Albe ». Et le brave duc Henri de Guise a exactement la même réaction. Et on comprend pourquoi. Parce que pour le duc d'Albe, donc le gouverneur des Pays-Bas, le gouverneur de Philippe II, le roi d'Espagne, l'homme à abattre, c'est Coligny. Coligny qui n'arrête pas de prêcher à temps et à contre-temps la guerre contre l'Espagne de la part du royaume de France. Et le duc d'Albe a d'ailleurs mis la tête de Coligny à prix pour une fortune, près de 50 000 soleils d'or. Donc c'est l'homme à abattre. Donc soit la piste nous mène à Guise, soit elle nous mène au duc d'Albe. Le seul problème
Le seul problème, c'est qu'on ne trouve absolument aucune pièce, aucun document, aucune trace d'archives dans la correspondance de Philippe II en particulier, ou dans celle du duc d'Albe, qui puisse nous faire croire que l'attentat a été télécommandé à partir des Pays-Bas espagnols. Pas de documents. En histoire, on est obligé de travailler avec des documents. Le seul fait qu'on a, il est très ténu, c'est que l'un des assassins de Coligny, ou 2 jours plus tard, au moment de la Saint-Barthélemy, un Allemand, Janowitz, que l'on surnomme Besme, a traîné chez le duc d'Albe au début août 1572. C'est un peu ténu quand même. De fait, tous les soupçons, tous sans exception, vont se porter sur Henri de Guise, sur la maison des Guises, qui jadis avait souhaité la mort de Coligny, et puis qui s'étant ravisé, s'était réconcilié sous l'égide de Charles IX, début de l'été 1572. Alors Henri de Guise se rend au Louvre le lendemain, le 23 août, à midi, fin de matinée plus exactement. Il se disculpe contre Charles IX, il ne reconnaît pas être auteur, responsable ou même ayant eu vent du complot. Malgré cela, et le roi fait une erreur, malgré cela, il est disgracié et il est prié de quitter la cour. Et donc montré par cette disgrâce comme le responsable de cet attentat contre Coligny. Or, rien n'est prouvé. Il y a là une injustice grave, et cette injustice est d'autant plus grave qu'elle éclabousse non seulement une famille, et une des premières familles de France, mais aussi elle éclabousse la tête du parti catholique. C'est donc tous les catholiques qui peuvent se sentir éclaboussés et injuriés par cette disgrâce injuste qui tombe sur l'Église. Et on n'a pas le droit, et on pense avec raison que le duc de Guise est tout à fait sincère. Parce que s'attaquer à Coligny en cette fin du mois d'août, c'est s'attaquer au roi lui-même, la preuve. Et Guise n'est pas assez fort pour s'attaquer au roi de France. Ça va être vraiment trop maladroit. En attendant, la maladresse, elle a été faite par Charles IX. Parce que tout Paris catholique se sent humilié, une fois de plus, par cet acte du roi, et l'effervescence alors commence à monter dans toute la capitale. Et l'effervescence, qui dit effervescence, eh bien, dit les mots d'ordre, les bruits les plus fous qui commencent à courir. Les Huguenots menacent la maison de Guise, les soldats de Montmorency arrivent en force. Toute une atmosphère qui va aller crescendo très très rapidement. D'autant plus que les protestants qui sont dans la capitale et qui peuvent se rendre compte de l'atmosphère et de la chaudière dans laquelle ils sont en train de bouillir petit à petit, les protestants refusent en bloc de quitter la ville et de laisser seul, par la même occasion, Coligny qui est intransportable. De quoi ont-ils à craindre? Est-ce que le roi ne les protège-t-il pas? Alors nous allons assister toute cet après-midi du 23, samedi 23 août, à une montée de la tension, et dans cette tension qu'il y a dans la capitale, il y a un fait qui est très discret et qui est presque passé inaperçu. C'est l'ambassadeur d'Espagne, Zúñiga, qui le soir, considérant que la disgrâce de Guise le touche au moins peut-être son souverain, Philippe II, de façon indirecte, Zúñiga fait passer une lettre au roi Charles IX
en le prévenant de son départ de la capitale. Et donc de la rupture, une rupture un peu cavalière, il ne va même pas voir le roi, la rupture des relations diplomatiques entre les deux premières puissances catholiques, l'Espagne et la France. À ce moment-là, rien n'est encore engagé, rien n'est encore enclenché. La maison de Guise, Henri de Guise en particulier, décide alors de résister au roi et de ne pas sortir de la capitale. Il y a une réunion qui se passe alors dans l'hôtel du duc d'Aumale, non loin du Louvre, tard dans la soirée, 23h, on a parlé entre 23h et 2h du matin, où là, les princes de Guise vont tenir conciliabule et vont recevoir plusieurs personnes. En particulier, ils vont rallier à eux plusieurs officiers français ou suisses, des gardes français ou des gardes suisses. Ils vont contacter le prévôt des marchands, c'est-à-dire le maire de Paris, le maire de l'époque, Jean Charon. Et Jean Charon semble hésiter. Il hésite et il ne rentre pas même dans cette fronde des nobles contre le roi. Mais il assure qu'il ne se mettra pas, et avec lui toute la milice bourgeoise, qu'il ne se mettra pas aux côtés du roi. Et la milice bourgeoise, c'est important, c'est entre 5 et 15 000 bourgeois de Paris, armés, et capables de défendre leur capitale du mieux possible. C'est clair qu'en terrain plat, ils sont absolument incapables de rivaliser contre une armée organisée, mais pour les combats de rue, la milice bourgeoise n'a pas son pareil. À la suite de ces conciliabules, deuxième point d'interrogation, il semble, mais alors là c'est sous toute réserve, que des menaces, appelons-les ainsi, aient été envoyées alors au Louvre par ces nobles frondeurs catholiques. Il le semble, bien que nous n'ayons pas de pièces, parce qu'à minuit, Charles IX met sa garde en alerte après avoir fait renouveler à ses soldats leur serment de fidélité. Ce qui prouve qu'il commence à sentir que son pouvoir branle dans le manche. Demander à ses propres soldats, de sa propre garde, de renouveler leur serment de fidélité vis-à-vis du roi, cela veut dire qu'il n'est vraiment plus sûr de lui-même, et il convoque son conseil, il convoque le maire de Paris, Jean de Charon, lui aussi. Il lui demande de mettre la milice en état d'alerte aux portes des carrefours. Et c'est à ce moment-là qu'éclate, aux alentours du palais du Louvre, c'est le palais du Louvre qui focalise, semble-t-il, l'attention à ce moment-là, qu'éclatent des échauffourées qui sont le fait de militaires, gardes français ou gardes suisses, et que les premières victimes protestantes sont à ce moment-là réalisées. Et ces échauffourées, vers 1h, 2h du matin, 3h peut-être, vont s'étendre petit à petit à toute la capitale et aboutir au massacre que l'on connaît. Alors le premier acte de Charles IX, et dont nous sommes certains, vis-à-vis de ce massacre qui commence à se mettre en route, il faut avouer qu'il n'est pas bien brillant. Je vais vous lire le récit qu'on en fait, certains mémorialistes de l'époque. Donc ceci est rapporté par les ambassadeurs vénitiens devant le Sénat de Venise, Guido Michiel, qui écrit que devant ces pogroms qui commencent, Charles IX va faire venir devant lui ses hôtes protestants. Car il y a au Louvre une trentaine de protestants qui sont hébergés, forcément. Henri de Navarre et maintenant le beau-frère du roi. Henri de Navarre, le prince de Condé, mon frère et mon cousin, dit-il, n'ayez pas peur, ne vous affligez pas de ce que vous apprendrez, je vous ai fait venir ici pour votre sûreté. Et c'est vrai, ce sera le cas. Henri de Navarre
Et le prince de Condé passe à travers le massacre. Ils seront épargnés. Puis, se tournant vers son capitaine des gardes, le roi dit « Faites sortir d'ici tous ces coquins », c'est-à-dire ceux qui accompagnaient Navarre et Condé. Arrivés en bas de l'escalier, ils furent massacrés. Donc, nous avons un deuxième témoignage qui est celui du baron de Ferussac. C'est un petit peu plus circonstancié, un peu plus long. En pleine nuit, Charles IX fit donner l'ordre aux familles nobles de Navarre de quitter le château sans délai. Ces malheureux, prévoyant probablement le sort qui les attendait, supplièrent le roi de France de différer son ordre jusqu'au lendemain, mais en vain. On les fit sortir l'un après l'autre par une petite porte, devant laquelle se trouvait un grand nombre de satellites armés de hallebardes, lesquels assassinèrent les Navarrois à mesure qu'ils en sortaient. Donc nous voyons, c'est le premier acte du roi, directement en lien avec le massacre. Nous le voyons de façon très précise, se ranger aux côtés des tueurs, et même présenter la matière. À ce moment-là, dans les premières heures du massacre, donc en pleine nuit, l'état-major protestant, les nobles protestants qui sont à Paris, sont détruits. L'état-major est détruit. Coligny lui-même est massacré chez lui. C'est Henri de Guise qui, après cet épisode que nous venons de lire, entraîne ses hommes. Les gardes royaux qui gardent la maison de Coligny ne font pas d'opposition. L'amiral est massacré dans sa chambre, puis défenestré et achevé en bas, dans la cour, au pied d'Henri de Guise. Nous sommes là aux alentours de 2h, 3h du matin, on ne sait pas très bien. À ce moment-là, et c'est un troisième point d'interrogation, à 2h30, très précisément, le tocsin de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne. Et il sonne de façon tout à fait imprévisible, parce qu'une sonnerie a bien été prévue pour appeler les hommes de Guise, pour les appeler à la chasse aux nobles protestants. Et cette sonnerie, c'est celle de la grande cloche du palais de justice, qui ne sonne qu'à 4h du matin. Donc nous commençons à voir une espèce de superposition de plusieurs plans divers. Il y a Charles IX qui commence à se débarrasser de ses protestants. Il y a le duc de Guise qui, de son côté, fait la chasse avec ses 300-400 hommes à toutes les hautes têtes protestantes. Et puis, alors, il y a encore ce tocsin-là qui sonne, et qui sonne à plusieurs endroits. C'est l'emballement de la machine, le massacre commence à devenir général, tout le monde commence à tuer au petit bonheur la chance, et à piller les maisons des protestants, ou de ceux qui sont réputés tels. Entre 7h et 9h du matin, le roi demande l'arrêt du massacre. À ce moment-là, il qualifie cette action comme d'une sédition qu'il y a entre la maison de Châtillon, c'est-à-dire la maison de l'amiral de Coligny, les protestants, et la maison des Guises. De fait, le massacre ne s'arrêtera pas, il connaîtra une petite accalmie dans l'après-midi, et puis continuera directement le lendemain, le surlendemain, et puis à ce moment-là, on commencera à se calmer un petit peu, même s'il y aura quelques exécutions sporadiques, de temps en temps, jusqu'au 15 septembre. Il est intéressant de se rendre compte que le massacre continue sans les chefs. Charles IX demande l'arrêt du massacre. Guise, qui poursuit toujours les militaires, personnes importantes protestantes, Guise et ses hommes sont partis à la chasse derrière Montgomery, qui a fui en Normandie. Et donc ils ne seront pas là ni le 25 ni le 26, alors que les massacres continuent indépendamment, on pourrait dire, de la tête de ceux qui l'ont inspiré. Devant ce phénomène, nous avons vu la première attitude de Charles IX, guerre courageuse. Nous voyons la deuxième attitude, il demande l'arrêt des massacres. Et la troisième attitude, à partir du 25 août même au soir, il reconnaît que les protestants étaient en train de tramer un complot contre la cour et contre lui-même, et que la Saint-Barthélemy a été déclenchée par lui-même pour mettre fin à ce complot.
Et le 26 août, il y aura une grande séance au Parlement de Paris où le roi sera présent et où il ratifiera tout à fait la harangue du président de Tout qui présente Coligny comme un monarchomaque, quelqu'un qui voulait attenter à la vie du roi, et la journée de la Saint-Barthélemy comme une réaction de salut public orchestrée et dirigée par le roi. Donc Charles IX va endosser la responsabilité de la Saint-Barthélemy, et le 27 août, il y a une déclaration royale qui est très ferme, il endosse le meurtre de Coligny. Cette attitude de Charles IX ne va plus se dénoncer dans les jours à venir, il va participer aux cérémonies, on pourrait dire, d'action de grâce qu'il y a eu après ce massacre. Une médaille est frappée le 3 septembre, il participe à la procession du 4, au jubilé du 18 septembre. Il fait en sorte que Henri de Navarre et le prince de Condé abjurent le protestantisme. Condé le 9 septembre, Navarre est plus dur à être converti, à être convaincu, puis finalement il cède le 26 septembre. Il reconnaît aussi le jugement des protestants le 1er septembre, instruit devant le Parlement et qui aboutit à la condamnation comme complice de Coligny de 2 protestants, François de Beauvais et Arnaud de Cavagne, qui sont exécutés le 27 octobre derrière un rideau depuis l'hôtel de ville. Avec Henri de Navarre, Charles IX assiste à l'exécution derrière un rideau. Tout le personnage du roi est dans cet acte. Qu'est-ce que l'on peut dire en conclusion? Maintenant nous avons vu un petit peu le film de la Saint-Barthélemy sur Paris. Eh bien, on peut dire une chose, c'est que ces événements, d'abord, sont très imprécis, et deuxièmement, ils ne donnent pas les responsables. Ils ne donnent pas les responsables, car le massacre, même s'il a peut-être été suscité par le duc de Guise, par ses hommes, le massacre continue sans eux. Par qui a été tiré le tocsin de Saint-Germain? Par le roi dans son action, n'a-t-il pas été forcé? Alors voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce ne sont pas les événements qui vont nous donner la clé de la Saint-Barthélemy, mais c'est plutôt l'étude des différentes composantes sociales de la Saint-Barthélemy. Nous allons essayer, si vous voulez, de faire rapidement une radioscopie, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, une radioscopie des différents éléments actifs dans la Saint-Barthélemy. Et nous passerons d'abord en revue les militaires, l'armée. Parce que le massacre de la Saint-Barthélemy commence par des soldats, par des militaires et par des militaires de l'armée royale. Qu'est-ce que c'est que cette armée royale à la fin du mois d'août 1572? C'est une pauvre armée. Charles IX a été obligé de démobiliser les 2/3 de son armée en juillet 1571. Cette armée, elle n'est, ce qu'il en reste, elle n'est pas payée. Certains régiments ont 6 mois de retard de solde. Des quartiers, en particulier les quartiers d'Avril, on les paye donc tous les 3 mois. 4 quartiers. Les quartiers d'Avril n'ont pas été honorés. On vous paiera le 20 août prochain. Et le 20 août prochain, eh bien, in extremis, on leur dit que le paiement sera différé encore. Or, il faut avouer que l'armée a un rôle déterminant dans la Saint-Barthélemy. C'est par eux que commence la Saint-Barthélemy et c'est par eux qu'elle sera poursuivie. Ce sont eux les bras. On ne massacre pas 2000 personnes avec 200 ou 300 valets ou soldats d'une simple famille noble comme les Guises. Vous comprenez? Il faut du monde. Il faut du monde bien armé, qui sache se battre, parce que les protestants ne se sont pas laissés faire. Donc ce sont les soldats, l'armée royale a joué un rôle important. Or, ils agissent, et c'est important, dans ce massacre de la Saint-Barthélemy, ils agissent en soldats. C'est-à-dire que s'ils vont tuer les protestants, ils vont aussi les rançonner.
ils vont les piller. C'est une habitude des armées, qu'elles soient catholiques, protestantes. Les armées vivent comme cela. Elles vivent sur le dos de l'ennemi. Et quand il n'y a plus d'ennemis, on vit sur le dos des amis. Alors, que fait l'armée royale dans cet acte de la Saint-Barthélemy? Eh bien, pour de nombreux soldats, et même de nombreux officiers, eh bien, ça n'est jamais que la continuation de la guerre légale. Il y a déjà eu 3 guerres contre les protestants, les royalistes. L'armée royale a combattu contre les protestants à partir de 1560 jusqu'à tout récemment, 1569. Les soldats ont pour habitude, les soldats de l'armée royale ont pour habitude de voir comme ennemis, eh bien, les protestants et pas les catholiques. C'est comme ça. Donc leur action est une action qui est l'action d'une armée qui est indisciplinée parce qu'elle n'est pas payée, et d'une armée qui a l'habitude, eh bien, de mener des actions militaires. Et ce brigandage, ce pillage, il demeurera d'ailleurs jusqu'en novembre 1572, jusqu'à ce qu'enfin le Trésor royal, un petit peu plus à l'aise, puisse honorer les factures qu'il a contractées devant ses soldats. Donc la première composante auquel on n'a pas fait suffisamment attention jusqu'à présent, c'est l'armée. Et d'une armée qui agit comme toutes les armées de l'époque. Alors on pourra épiloguer, on pourra dire c'est pas bien, ils se conduisent comme des soudards. C'est les mœurs de l'époque. Hélas, d'ailleurs, c'est un petit peu les mœurs de toutes les armées de toutes les époques. Donc première institution qu'il faut considérer. Deuxième institution qu'il faut considérer, c'est le Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, c'est la justice. C'est donc ce qui représente le roi à son plus haut degré. Le roi est d'abord un roi justicier qui rend la justice. Saint Louis, sous son chêne. Or, il se trouve que le Parlement de Paris, est depuis une demi-douzaine d'années, un peu plus même, est en lutte et en opposition ouverte avec la royauté. Parce que le Parlement de Paris a une certaine autonomie sous la régence entre le roi Henri et le roi Charles IX, Henri II et Charles IX. Il a commencé à prendre un peu à son aise. En 1563, en septembre 63, Michel de l'Hôpital, le chancelier, a essayé de museler le Parlement à plusieurs reprises. De nouveau en 1566. Et la tension n'a cessé de monter entre le pouvoir royal et ce qui doit être son plus fidèle serviteur, celui qui rend la justice à sa place, pour aboutir, après une suite d'épisodes que je vous passe, au paroxysme du 16 août 1572. Le roi impose au Parlement l'enregistrement d'un édit sur la vénalité des offices, c'est-à-dire la vénalité des offices. On demande à certaines catégories de clercs du Parlement désormais de payer leurs charges. Le roi impose, après 5 mois de lutte au couteau avec le Parlement, impose cet édit. Et en même temps, alors le roi fait vraiment multiplier les maladresses, on pourrait le dire, parce que vraiment c'était pas malin. En même temps, le même jour, il impose au Parlement de recevoir Arnaud de Cavaigne, ce fameux protestant, comme maître des requêtes, alors qu'il n'y a absolument aucun protestant dans le Parlement de Paris. Et il ne peut pas y en avoir, puisque le roi est un roi catholique et qu'il rend la justice de façon catholique. Donc c'est vraiment une suprême maladresse. Alors non seulement on leur demande de payer, mais en plus on les humilie finalement. Et on se moque d'eux en leur imposant au milieu d'eux un compatriote, un confrère qui ne peut être que le malvenu.
Et c'est la première fronde parlementaire déclenchée dans l'histoire du Parlement, et la première grève. Motu proprio, le Parlement se met en grève après cette séance du 16 août, du samedi 16 août. Ils promettent de se rassembler, de se réunir à nouveau le 18 août, et de fait, il n'y aura plus de séance du Parlement. Le Parlement est en grève, la justice est en grève. C'est très symbolique. Si la justice est en grève, ça veut dire bien qu'il n'y a plus de délit. Ça veut dire que le roi lui-même, le roi qui doit rendre la justice, est en grève. Et le Parlement va faire le mort, si vous me permettez l'expression, va faire le mort pendant tout le massacre. Or, le Parlement rend la justice, il rend la justice sur Paris. C'est lui qui aurait dû intervenir pour remettre de l'ordre public en lien avec le prévôt des marchands. Non, le Parlement refusera toute activité pendant les massacres de Paris, un petit peu pour dire au roi, eh bien écoutez, maintenant débrouillez-vous. Débrouillez-vous tout seul. Et la troisième composante sur laquelle je voudrais insister, c'est cette bourgeoisie catholique de Paris. Le bourgeois de Paris, ne prenons pas le terme de bourgeois comme on l'entend depuis fin 18e et puis 19e siècle, donc le bourgeois financier, capitaliste, etc., ça n'a rien à voir. La bourgeoisie, c'est le titre, si vous voulez, du citoyen, du sujet bourgeois de Paris. C'est un titre honorifique avec des droits, donc les bourgeois ont droit à certaines rémunérations, certaines places honorifiques dans les cérémonies, puis ils ont des devoirs, ils assurent le fonctionnement de la ville, tous les services publics, et puis de la police en particulier. Alors cette bourgeoisie, elle est donc catholique. Elle est catholique à 100%. Elle est résolument rangée derrière ces chefs spirituels naturels, qui sont les curés de Paris. Cinquantaine de paroisses à Paris, et certains curés, comme certains d'aujourd'hui aussi, ont des sermons enflammés et savent soulever leur auditoire. Cette bourgeoisie catholique de Paris, elle soutient la royauté à bout de bras par les finances. Et le roi ne se fait pas prier pour avoir recours à l'argent des bourgeois. On peut donner des chiffres, ça n'arrête pas de tomber. 800 000 livres d'impôts directs, puis 600 000 de nouveau en 1570. Ce sont des sommes énormes. À l'époque, si vous voulez, le trésor royal, les rentrées annuelles du trésor royal, c'est environ 15 millions de livres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que l'on demande à la bourgeoisie de Paris. Et puis, des demandes toujours plus multipliées. Le 2 avril 1571, 300 000 livres d'impôts directs. Le 3 mai 1572, 200 000 livres d'impôts directs. Puis la création de nouveaux impôts sur la draperie, etc. Les bourgeois commencent à en avoir marre, d'ailleurs. Les impôts rentrent de moins en moins bien. Le roi s'exaspère. Pour terminer, on demande, à l'été 1572, pour ces urgentes affaires, le roi demande 150 000 livres. C'est pour doter sa sœur Marguerite. C'est une politique fiscale qui, comme toutes les politiques fiscales de ce genre, est particulièrement impopulaire. Et un des conseillers du roi, Tavannes, le comte de Tavannes, s'en rend bien compte. Et nous avons une note de sa main, une note au roi qui est datée du 22 août 1572, donc 2 jours avant la Saint-Barthélemy. Et voilà ce qu'il dit: il faut ôter cette coutume de lever des subsides et des impôts extraordinaires, dont le peuple est déjà tant en désespoir, et aussi pour ôter le péril où sa majesté se met, ayant l'indignation de ses sujets. Outre ceux que ce mot de subside se nommera à la fin tyrannie, en danger, donc le roi sera en danger de faire prendre les armes, le tout au grand hasard de l'État. Et s'il se lève quelques princes, seigneurs ou autres mutins qui parlent du bien public, assistés facilement
par sous-main ou à découvert des étrangers. Il insiste, le peuple doit respirer à cette heure que l'on est en temps de paix. Donc dans l'entourage du roi, on se rend bien compte que cette politique financière et qui pressure les catholiques, premier chef, que cette politique financière est particulièrement malvenue. Surtout quand il s'agit de soustraire 150 000 livres aux bourgeois de Paris pour doter la sœur du roi qui va se marier avec le chef des protestants. Or, les catholiques de Paris ont souffert des protestants. Ils ont souffert même de façon précise, militaire des protestants, et tout le monde a dans la tête le siège de Paris d'octobre et novembre 1567. Après un coup de main raté sur le roi, les protestants ont essayé de mettre la main sur Charles IX en septembre 1567 à Meaux. Ils ont essayé de le kidnapper. En désespoir de cause, Charles IX s'est réfugié à Paris, l'armée protestante l'a suivi et a mis le siège devant 2 mois devant la ville, un siège militaire, tous les faubourgs de la ville ont été dévastés, Saint-Denis brûlé, les campagnes entièrement mises à sac, et par-dessus le marché, les bourgeois de Paris qui avaient eu le malheur de sortir en race campagne pour essayer de combattre les protestants, donc un régiment de bourgeois a été mis en déroute par Coligny. C'est pas fait pour relever l'appréciation qu'on peut avoir pour l'amiral dans Paris. Finalement, le 10 novembre, la victoire de Saint-Denis a délivré les Parisiens des protestants, mais tout le monde a un peu gardé cela en travers de la gorge. En même temps, a été annoncé que le 30 septembre 1567, à Nîmes, s'était passé ce qu'on appelait la Michelade, grand massacre des catholiques par les protestants. Si vous voulez, une Saint-Barthélemy à l'envers, bien sûr de façon plus réduite, mais c'est exactement un peu la même chose qui s'est passée, sur une petite échelle. Alors Coligny, pour continuer à se faire bien aimer d'ailleurs, a dévasté dans la guerre suivante, pendant tout l'été 1569, il a dévasté le midi de la France, à tel point que le Parlement de Paris en a eu marre, si vous me permettez l'expression, et qu'il a prononcé une sentence de mort contre lui. Le 3 septembre, il a été brûlé, l'amiral, en effigie, le 13 septembre, sur la place de Grève. Alors, on comprend un petit peu le fait que les bourgeois de Paris commencent à être passablement agacés par cette affaire, d'autant plus qu'en 1569, à la suite des 2 victoires de Jarnac et de Mauconcourt, les protestants ayant été battus, on a abouti à l'édit de Saint-Germain, 1570, un édit perpétuel et irrévocable qui est favorable aux protestants, favorable à une tolérance protestante. Il y a même des articles secrets où Charles IX s'engage, et je me demande comment il a pu s'engager, à rembourser une partie des frais militaires des protestants qui avaient loué en particulier des soldats allemands, des reîtres. Je me demande avec quoi il pouvait s'engager pour rembourser ces frais, puisqu'il ne pouvait pas payer son armée lui-même. L'édit de Saint-Germain, donc, qui consacre de façon perpétuelle et irrévocable la tolérance des protestants qui viennent d'être battus. Nous sommes vraiment dans une situation, on pourrait dire, ubuesque. Et Blaise de Montluc, catholique, fait cette réflexion désabusée. La paix fut publiée lors avantageuse pour nos ennemis. Nous les avions battus et rebattus, mais ce nonobstant, ils avaient si bon crédit au conseil du roi que les édits étaient toujours à leur avantage. Nous gagnions par les armes, mais ils gagnaient par ces diables d'écriture. Ah, pauvre prince, que vous êtes mal servi, que vous êtes mal conseillé. C'est un petit peu l'état d'esprit des catholiques ce mois d'août. Et les bourgeois de Paris, n'y tenant plus, se sont mesurés. Il y a eu un bras de fer déjà contre le roi Charles IX. Ce fut la question de la croix de Gâtine. Là aussi, c'est une clause de l'édit de Saint-Germain. La croix de Gâtine, c'est un calvaire qui avait été érigé sur la place d'une maison protestante en plein Paris. La famille de Gâtine avait outrepassé
et s'était mis en contravention directe avec les élus du roi en faisant célébrer chez eux une scène protestante. Ils avaient été condamnés, et à l'époque, on n'allait pas par quatre chemins, ils avaient été condamnés, pendus, et leur maison détruite, et on avait mis cette croix en mémorial. Les protestants, jugeant que ceci était infamant, ont demandé que cette croix de Gâtine soit abattue et l'inscription dessus soit détruite. Le roi tergiverse. Finalement, il se résout à la solution, partie moyenne. On va transporter, on ne va pas abattre la croix, c'est quand même un sacrilège, on va la transporter au cimetière des Saints Innocents. Et lorsqu'il veut faire exécuter la chose, en novembre 1571, le tout Paris est opposé à cela. Et les ouvriers qui ont bien voulu accepter le travail ne peuvent pas approcher de la croix, que ce soit le Parlement avec son président, ou le dernier des clercs, ou le dernier des bourgeois, ou le dernier des artisans. Tout le monde est là pour faire barrage. On est obligé de donner l'armée. Montmorency, avec ses chevaux, disperse les manifestants. Finalement, le 8 et le 9 décembre 1571, on arrive, après un mois d'efforts, à déplacer cette fameuse croix et à l'ériger au cimetière des Saints Innocents. Nous avons là le bras de fer entre le roi et les bourgeois de Paris. Le roi en est sorti vainqueur. Il y aura une deuxième manche. Cette deuxième manche, eh bien, c'est la Saint-Barthélemy. Et pour bien la comprendre, il faut tenir compte du quatrième élément qui peut paraître bénin, ridicule. Il faut se mettre dans la mentalité de l'époque. Il est au contraire le plus important. C'est la question du fameux mariage de Henri de Navarre avec la reine Margot. Il faut, pour que le mariage se réalise, et c'est un mariage qui est un mariage mixte, parce qu'Henri de Navarre n'abjure pas le catholicisme, il faut absolument une dispense. Et il faut d'ailleurs une double dispense, parce qu'il est le cousin trop proche de sa future épouse, au 3e degré. Il faut donc une double dispense qui vienne de Rome. Le pape Saint Pie V, qui meurt début mai 1572, pape Saint Pie V n'est absolument pas d'accord pour donner cette dispense. Et son successeur, Grégoire XIII, continue cette même politique. Et on les comprend bien, parce que derrière cette alliance matrimoniale, il y a tout un ensemble d'intérêts qui sont en jeu. C'est l'époque où la politique passe non seulement par les traités écrits sur la table, mais aussi par ces traités que sont les mariages. Si le roi Charles IX donne sa sœur à marier à Henri de Navarre, le chef des protestants, c'est qu'il conclut un traité avec les protestants. Alors on comprend tout à fait que Rome refuse de donner cette dispense. On le comprend d'autant plus, parce que nous sommes en présence d'un renversement d'alliance. L'autre sœur de Charles IX a été mariée à Philippe II en 1559. Alors, eh bien, nous arrivons, pour cette bête histoire de mariage, si vous voulez, eh bien, nous arrivons au paroxysme de la crise militaire, de la crise parlementaire, de la crise bourgeoise, et maintenant de la crise vraiment religieuse, parce que là, Charles IX se mesure directement avec Rome, avec le Saint-Siège. Et Rome ne lâche pas, et refuse la dispense, et tout le monde le sait. Alors comment va-t-on faire le mariage? Parce que là on risque, et on risque très gros, Charles IX risque la nullité du mariage, déjà pas mal, l'excommunication, s'il va contre la défense du pape, et il risque aussi la fronde de tout le clergé français.
Or, le clergé français, c'est le fameux contrat de Poissy, si vous voulez, pour un roi matérialiste, si j'ose dire, c'est le contrat de Poissy. Depuis 1561, le clergé assure entre 15 et 20% des dépenses de l'État. Pardon, gratuit. Charles IX joue vraiment très gros à ce moment-là. Comment va-t-il s'en sortir? Comment le cardinal de Bourbon va-t-il pouvoir bénir le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois? Eh bien, il s'en sort par un subterfuge. L'ambassadeur de France à Rome fait savoir que le pape a accordé les bulles de dispense, mais qu'elles mettent un certain temps pour venir. On peut donc célébrer le mariage. Le cardinal de Bourbon fait semblant de croire à ce mensonge qui a été dicté en toutes lettres par Charles IX à son ambassadeur, et le mariage est conclu le 18 août, le lundi avant le samedi de la Saint-Barthélemy, le samedi dimanche de la Saint-Barthélemy, dans une cathédrale Notre-Dame quasi vide. Le Parlement, encore constitué, a décidé de ne pas venir au mariage. Et on le comprend, parce qu'il collaborerait à un acte passible de l'excommunication, faux et usage de faux. La veille, dans toutes les paroisses de Paris, le dimanche 17 août, les curés ont tous prêché, et ils ont tous prêché de façon enflammée contre cet acte qui est, d'après leurs mots, un accouplement monstrueux. Oui, c'est un accouplement monstrueux entre la royauté et le protestantisme. Et le protestantisme qui, depuis 20 ans, dévaste et met l'anarchie en France, et est en train de constituer un État avec quasi une autonomie dans le sud de la France. Eh bien, Charles IX préfère Henri de Navarre à Grégoire XIII. Alors que, et on ne comprend pas vraiment, rétrospectivement, on ne peut pas comprendre comment un roi qui est censé, Charles IX n'est pas le fantoche qu'on veut faire croire, et il nous le montrera dans la suite, comment un roi qui est censé a pu tomber dans une erreur diplomatique. Je ne parle que de l'aspect diplomatique, on peut aussi voir tout l'aspect chrétien et catholique et religieux, une erreur diplomatique aussi grave et aussi maladroite. Alors que le catholicisme a le vent en poupe. 1563, c'est la conclusion du Concile de Trente, et donc tout un souffle qui est donné à toutes les églises du monde entier, y compris l'église gallicane, l'église de France, qui s'est ralliée dernière année au Concile, avec le duc de Lorraine d'ailleurs, mais qui s'est bien ralliée. Et déjà, les effets du Concile de Trente se font sentir en France, et le clergé veut appliquer le Concile de Trente en France. Donc alors que le catholicisme a pleine vigueur, alors que les jésuites n'ont jamais été aussi efficaces, alors que l'Alliance internationale catholique vient de triompher à l'épante, une coalition vénitienne, génoise, espagnole, qui vient de mettre en déroute la flotte musulmane, comment Charles IX a-t-il eu idée, finalement, de défier pour avoir l'appui de ce qui n'est guère plus que 4 ou 5% de la population française, 4 ou 5% de protestants. Alors c'est clair que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce que, eh bien, nous sommes là en présence d'un acte qui est absolument incompatible avec ce que doit être la royauté des droits divins, la royauté française. Alors, ainsi arrivé au bout de notre examen, si vous voulez, on peut essayer de tirer une conclusion. Et nous verrons alors si vraiment les catholiques doivent demander pardon pour la Saint-Barthélemy, pour ce symbole des guerres de religion et de ce symbole du fanatisme catholique. La conclusion, avant de la tirer, il faut se dire, attention, nous sommes devant des faits humains, il faut éviter le manichéisme. Ne sortons pas de la salle en disant, oui, Charles IX était un crypto-protestant. Non, Charles IX n'est pas un protestant du tout. Il est catholique, il le sera jusqu'à sa mort.
le roi n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc non plus. C'est d'ailleurs justement là son malheur. Il est bariolé. Bariolé en politique comme en religion. Ne voyons pas aussi les bons catholiques qui ont une réaction de salut public un petit peu musclée, mais non, il faut bien reconnaître les choses. Je me suis permis de ne pas lire des descriptions de la Saint-Barthélemy. C'est un massacre généralement à l'arme blanche, avec toute l'horreur que cela peut supposer. Alors il n'est pas question de donner l'absolution sans condition à tous ces gens qui se sont laissés aller à des passions meurtrières. Donc le peuple de Paris a été passionné, a été rancunier, a été pilleur. Il faut reconnaître les choses. Il ne faut pas voir dans le Parlement de Paris le défenseur humilié du bon droit catholique, etc. Donc le Parlement a aussi des tendances qui sont des tendances séparatistes, de fronde contre la royauté, et nous le verrons dans les siècles suivants. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, le Parlement, cette fois-ci, il aura basculé, il ne sera plus du côté catholique, mais il sera du côté des Lumières, du côté de l'incrédulité, et il mènera la pire des politiques contre les rois catholiques et contre l'Église gallicane. Ne voyons pas donc dans l'armée, je n'entends pas que tous les soldats sont bons à canoniser, et ne voyons pas non plus dans la noblesse des Guises un détachement sans arrière-pensée, un don de sa personne, de sa famille à l'œuvre catholique. Il y a des ambitions. Il y a des ambitieux. Donc ne soyons pas manichéens, tout est blanc, tout est noir, de l'autre côté les méchants protestants, les provocateurs, etc. Je crois que la chose est plus fine que cela, elle est humaine, elle est plus compliquée. Non seulement plus fine, mais plus compliquée. Mais essayons de tirer une conclusion en voyant que ce massacre de la Saint-Barthélemy est un aboutissement. Ça n'est pas un acte qui jaillit, qui est le fruit d'un complot monté 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le 24 août, par un Guise, par un duc d'Albe, ou par une Catherine de Médicis. Non, c'est un aboutissement, et c'est l'aboutissement logique de plusieurs années d'une politique royale qui fut toujours la même. Une politique royale qui n'est pas la politique de s'allier à tout prix avec le protestantisme. Ça, c'est l'instrument. Mais cette politique a pour principe fondamental l'indépendance et le rayonnement de l'État, donc en l'occurrence de la couronne des Capétiens, des Valois, l'indépendance vis-à-vis de cet État, vis-à-vis de toute autre force sociale du royaume, religion y compris, catholicisme y compris. Et donc, en fait, ce principe, c'est un principe de désacralisation de la politique. Le roi, maintenant, est supérieur à toute chose, à tout être dans la société, y compris les protestants et les catholiques, y compris le protestantisme et le catholicisme. Et il ne doit, son travail n'est rien d'autre que celui d'accorder, de mettre en balance toutes ces différentes forces pour qu'elles ne se détruisent pas elles-mêmes. Ce principe, c'est le principe d'un souverain de la Renaissance. C'est le principe que développe quelqu'un comme Nicolas Machiavel dans son ouvrage sur le prince, qui est le grand inspirateur politique de tout, malheureusement, de tous les chefs d'État, qu'ils soient protestants ou catholiques, de l'époque moderne. Donc c'est ce grand principe qui aboutit finalement à cette politique de tolérance.
aussi absurde et étonnante que nous pouvons voir, de continuellement privilégier un protestantisme trublion, anarchique, mais qui a cet avantage de contrebalancer un pouvoir qui est un pouvoir religieux, et qui est un pouvoir catholique, et qui pourrait être l'imitateur du pouvoir royal. Alors, eh bien, cette indépendance de l'État vis-à-vis de toute forme sociale, et donc vis-à-vis de toute religion, et donc vis-à-vis de toute vérité, et de tout sacré, peut aboutir, et doit aboutir normalement, à se couper radicalement du centre de la chrétienté, qu'est Rome et qu'est le Saint-Siège. D'autres avant l'ont fait. Tous les princes protestants, non pas parce qu'ils étaient protestants, là aussi, une nouvelle fois, c'est l'instrument, mais parce qu'ils sont princes modernes. Henri VIII, même politique. Et nous verrons, pendant tout le courant du XVIIe siècle, même sous un grand roi catholique comme Louis XIII, ce même principe, être dominateur de toute la politique royale, en particulier promu par le cardinal de Richelieu. Et vous pouvez prendre l'histoire de tous les États européens au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est toujours ce même principe. Et cette indépendance de l'État vis-à-vis des groupes qui constituent le royaume, donc en politique intérieure, s'exprime tout à fait logiquement sur le plan de la politique extérieure. Le roi n'est le vassal de personne, et il doit éviter toute influence, toute ingérence extérieure, on dirait aujourd'hui, y compris et surtout celles qui sont les plus fortes. Or, à cette époque, à l'époque de Charles IX, l'influence prépondérante en Europe, c'est l'influence espagnole. C'est l'influence du roi catholique, Philippe II. D'où son gouvernement, fondé sur le protestantisme, non pas par conviction, encore une fois, mais par pragmatisme. Et d'où toute cette histoire de la tolérance, la liberté de conscience, la liberté de culte, accordée à une extrême minorité, qui va faire grincer les dents, qui va agacer, qui va finir par provoquer eh bien, la grande majorité des citoyens, des sujets de Sa Majesté très chrétienne, le roi de France. C'est un jeu qui est très très dangereux et qui finit par aboutir à cette exacerbation de la Saint-Barthélemy. Et on peut même dire que, on peut même penser finalement, l'ont-ils vu très clairement, que tous ces bourgeois ou ces nobles catholiques qui se sont insurgés à ce moment-là contre les protestants, là aussi, au premier chef, ne visent pas les protestants, mais ils visent le roi. Nous sommes, avec la Saint-Barthélemy, nous sommes en présence d'une sédition populaire contre des sujets contre leur chef, le roi de France. Tout comme nous aurons la Fronde en 1648, et qui est aussi une réaction traditionnelle contre une politique trop moderne du favori de l'époque, Mazarin, gouvernant au nom de Louis XIV. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut voir la chose. Alors le 23 au soir, subitement, Charles IX se trouve seul devant ses sujets. Et ces sujets, qui sont des bons et loyaux sujets, lui ont laissé la porte de sortie, qu'il a prise, parce que c'est un pragmatique. La seule porte de sortie qu'il y avait pour Charles IX, vu que l'affrontement de face était impossible, il aurait été balayé, eh bien c'était de rallier à lui cette sédition. Et d'une certaine façon, de lui donner son aval royal. Et lorsque Henri de Guise part pour le logis de Coligny, pour lui faire passer un mauvais quart d'heure, il y va au nom du roi. Et c'est ce qu'il proclame. Au nom du roi,
allons au logis. Et c'est au nom du roi que se fera cette Saint-Barthélemy. Le roi a été forcé, c'est sûr, il a été forcé par cette sédition populaire, mais par ailleurs il lui a donné son aval. Et il est malheureusement possible que cet aval royal ait entraîné, et favorisé, et multiplié, et encouragé cette sédition, et ait fait que ce massacre fut plus grave qu'il n'aurait été. Car il est bien probable, là nous sommes dans le domaine des suppositions, il est bien probable que les Guises, les chefs du parti catholique, n'avaient en vue qu'une seule chose, c'est de mettre la main sur les chefs du parti protestant. Et après, la machine s'emballe. Les Guises sont en train de courir après Montmorency, mais le massacre continue indépendamment d'eux. Donc c'est un jeu très dangereux qu'a joué Charles IX, et qui, au lieu de s'appuyer sur les forces naturelles du royaume, est allé à contre-courant. Qui sème le vent récolte la tempête. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce qui se passe pour nous, sur le plan individuel, et aussi pour les sociétés. On ne gouverne pas contre la nature même de la société sur laquelle on doit régner. Jeu très dangereux donc sur ce plan politique. Finalement, Charles IX, il faut parler surtout de Michel de l'Hôpital, qui est le grand responsable de cette politique désaxée, déréglée. Charles IX est responsable de la politique de Charles IX et de Michel de l'Hôpital aboutit nécessairement à ce massacre. Sur le plan politique, jeu donc très dangereux. Sur le plan religieux, jeu qui aurait pu être encore plus dangereux, car on risquait, avec l'impasse dans laquelle Charles IX s'était fourvoyé, on risquait la lutte ouverte, cette fois-ci, et avec le roi d'Espagne, et avec surtout, et avec le Grégoire XIII, et on risquait peut-être un schisme, comme en Angleterre. Roi de France excommunié, il est certain que c'est une alternative qui devait paraître insoutenable pour un royaume catholique à 95%, de catholiques qui depuis 10 ans avaient tout fait pour maintenir la foi catholique malgré les philosophes modernes. Alors Charles IX a pris le seul parti qu'on a bien voulu lui laisser par bonté, de se rallier à la sédition, et ainsi, par ce moyen, d'essayer de se rallier ces pauvres sujets dont il s'était jusqu'à présent trop moqué. Cet acte Charles IX n'a été en fait qu'un pas en arrière temporaire, puisque au lieu de vraiment se mettre en face des événements, dans la réalité des choses, d'abroger cet édit de Saint-Germain, de ne plus donner une liberté et des droits aux protestants, eh bien Charles IX va continuer à louvoyer, et son successeur Henri III aussi, et ce qui fait que la Saint-Barthélemy n'aura, alors qu'elle aurait pu être, ne sera pas le point final des guerres de religion, mais qu'il faudra passer par d'autres calamités bien plus graves jusqu'à la venue d'un prince peut-être un peu plus intelligent que les Valois, ou peut-être un petit peu moins moderne que les Valois.